Bonsoir et merci de nous être fidèles chaque soir pour suivre l'actualité du jour. Voici les grands titres qui seront développés dans ce journal. Le Conseil national était réuni en session extraordinaire lundi pour voter des projets de loi portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Des textes importants pour permettre notamment à Monaco de se conformer aux standards internationaux de prévention et de lutte contre la criminalité financière. Le ministre d'État Pierre Dartout sera notre invité. Il nous expliquera ce qui a conduit à ces évolutions législatives et nous ferons également avec lui un point sur la situation sanitaire. Le Comité pour la protection et la promotion des droits des femmes s'est réuni aujourd'hui. Il a pour objectif de lutter contre les violences et discriminations dont elles sont victimes et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. La réalisatrice Mia Hansen-Løve, invitée du cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre, au cœur de son propos, le plan cinématographique et les choix et intentions qu'il implique. De quelle manière le plan détermine l'écriture d'un film, nous l'entendrons. Le gala des incomparables, tout un programme, mais surtout le titre du projet proposé par des élèves de l'École supérieure d'art plastique et qui a donné lieu à une exposition à l'espace Léo Ferré. Monaco réaffirme donc encore un peu plus sa volonté de lutter contre la criminalité financière. Des projets de loi allant en ce sens ont été votés lundi soir au Conseil national, réuni pour l'occasion en session extraordinaire. Et pour comprendre les enjeux et ambitions qui se cachent derrière ces textes, nous recevons le ministre d'État Pierre Dartout. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil national a été réuni hier soir en session extraordinaire. Est-ce à dire qu'il y avait un caractère d'urgence ou un caractère indispensable à voter ces deux projets de loi? Les deux. C'était à la fois urgent parce que nous avions besoin, dans les délais les plus rapides, de ces deux textes pour affirmer notre crédibilité, mais aussi indispensable parce qu'il s'agissait de compléter un dispositif qui avait été déjà bien initié en décembre 2020 par un premier texte de loi, et aussi pour compléter un dispositif qui n'avait pas pu être mis en œuvre par ordonnance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le vote de ces deux projets de loi, c'est un travail et un processus engagé de longue date qui se poursuivent. Absolument. Donc, comme je viens de vous le dire, déjà une première loi en décembre 2020 qui elle-même est à la suite de textes qui sont plus anciens. Il s'agit chaque fois de s'adapter à un certain nombre de normes, soit des normes européennes, soit des normes internationales, notamment celles du GAFI, et qui font que nous devons, pour être crédibles, pour nous inscrire dans une démarche internationale, respecter un certain nombre de règles. Et donc, c'est ce qui a été fait hier avec le vote de ces deux lois, dont personnellement je me réjouis. Et pour parler plus concrètement donc des objectifs poursuivis, il s'agit tout d'abord de mieux armer la justice monégasque. C'est d'abord cela, effectivement, de donner à la justice monégasque plus de moyens pour contrôler, pour être informé et aussi, bien sûr, pour sanctionner quand cela est nécessaire. Mais c'est aussi donner à d'autres, notamment à certaines administrations, des moyens de contrôle plus importants. C'est aussi le fait de prévenir, c'est-à-dire de signaler à un certain nombre d'acteurs économiques qu'il y a des risques, qu'il y a des conduites à tenir et qu'il faut respecter. Et puis enfin, c'est un élargissement aussi des secteurs économiques qui sont concernés par ce risque que représente le blanchiment. C'est-à-dire donc en toile de fond, on arme mieux la justice et on arme mieux aussi les acteurs économiques. On les met devant un certain nombre de responsabilités tout en les informant le mieux possible sur l'état des textes, grâce aussi à une stratégie nationale que nous avons définie et qui fera l'objet d'ailleurs d'une présentation devant les acteurs économiques cette semaine. Donc tout cela contribue à responsabiliser l'ensemble de la chaîne pour que nous puissions être plus efficaces face à ce risque important qu'est le blanchiment. J'imagine que l'élaboration de ces deux projets de loi a demandé une grande concertation à tout niveau ?
Alors, il a été nécessaire pour les services de l'État d'avoir d'abord des textes solides, et donc cela a nécessité une réflexion, mais aussi beaucoup d'observations, d'études sur ce qui se fait à l'étranger. Et donc à partir de là, nous avons bâti des projets, ou des avant-projets plus exactement, qui ont été soumis à des professionnels et ensuite au Conseil national. Nous avons tenu plusieurs réunions depuis le début du mois de janvier, 2 grandes réunions avec l'ensemble des représentants des professionnels concernés, et également 2 réunions à un niveau politique avec le Conseil national, suivi de plusieurs réunions techniques. Donc on l'a dit, le vote notamment de la loi 1037 permet de renforcer ce dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Je vous propose d'écouter tout de suite Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'Économie, avec 3 exemples concrets qui illustrent la volonté qui a prévalu de maintenir ce savant équilibre entre l'attractivité de la principauté et les engagements internationaux. Le premier qui me vient à l'esprit concerne l'assujettissement d'un certain nombre de professionnels du luxe à de nouvelles obligations. Il est important, dans un pays comme la Principauté, de tenir compte de l'identification de nos menaces et de nos vulnérabilités. Et au vu de l'importance de ce secteur, il convient qu'un certain nombre de professions soient désormais incluses dans la loi. Je peux citer également bien volontiers le travail remarquable effectué par la commission d'examen des rapports de contrôle sous la présidence de Dominique Adam. Je le rappelle, ce n'est pas une commission qui décide des sanctions, ce n'est pas un tribunal. Elle est là pour proposer, en tant que commission administrative consultative, des sanctions au ministre d'État. Mais au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions aider à la fois les professionnels qui sont auditionnés par la CERC et les membres de la commission à adapter leur fonctionnement aux réalités économiques de la Principauté. Le troisième exemple résulte d'une large concertation avec l'Association monégasque des activités financières, qui a souhaité inclure dans la loi la nécessité pour les personnes en charge de la conformité, la compliance, dans les établissements bancaires, mais aussi les personnes sous leur autorité, de suivre une formation, de disposer d'une formation dans ce domaine pour pouvoir exercer leurs fonctions. Est-ce que l'on peut avoir également quelques exemples concrets qui vont toucher au quotidien des téléspectateurs qui nous regardent? De quelle manière cette vaste lutte contre le blanchiment peut avoir des incidences dans leur quotidien? Bien, tout simplement, par exemple, l'usage de l'argent liquide pour un certain nombre d'achats. Tout cela maintenant doit être bien contrôlé. Il y a des plafonds, mais il y a aussi des obligations qui sont faites pour tel ou tel commerçant de faire attention à un certain nombre d'achats liquides qui peuvent être faits. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nous ingérer dans la vie privée des gens, mais il s'agit de les appeler à plus de vigilance, à plus de responsabilité. Nous avons aussi une commission qui est chargée de proposer des sanctions à la suite de rapports qui sont faits par notre service qui s'appelle le SICFIN, qui lui fait des rapports après avoir évalué l'activité d'un certain nombre de commerces, d'entreprises. Cette commission apprécie les rapports qui sont faits par ce SICFIN, par ce service, convoque les personnes qui sont concernées et peut aussi proposer donc des sanctions qui peuvent être prises ensuite par le ministre d'État. Donc tout cela, ce sont des dispositifs, des procédures que nous veillons à améliorer, à rationaliser, de façon à ce qu'elles soient le plus efficaces et le plus juste possible. Et aujourd'hui, au bout de la chaîne, après le vote de ces 2 lois, il y a également un comité de suivi et de coordination qui va être mis en place et qui doit se réunir tout prochainement? Ce comité va se réunir jeudi et il veillera à présenter d'abord notre stratégie nationale, à échanger avec les principaux acteurs concernés, de façon à ce que tout l'ensemble de notre dispositif puisse être compris le mieux possible par tous pour que nous nous mobilisions tous
pour sa parfaite application. Voilà, donc une première étape jeudi. Difficile, Pierre Dartout, de vous recevoir et de ne pas évoquer, bien évidemment, la situation sanitaire. Aujourd'hui, des pays comme le Royaume-Uni ou le Danemark annoncent une levée des restrictions. Qu'en est-il à Monaco ? Pour l'instant, nous n'envisageons pas de lever des restrictions qui ne sont pas les mêmes à Monaco que dans d'autres pays, notamment qu'en France. Mais nous sommes dans une situation qui est toujours préoccupante, même si nous avons des espoirs raisonnables qu'elle s'améliore. Par exemple, nous avons un taux d'incidence qui est toujours très élevé, qui est autour de 2000, et nous avons aussi une augmentation importante du nombre de personnes hospitalisées, notamment des personnes résidentes. Certes, et cela c'est exclusivement grâce à la vaccination, nous avons très peu de personnes qui sont en réanimation. Mais les autres services du CHPG connaissent aujourd'hui une fréquentation qui est très importante et qui nécessite que l'on donne à ces personnes les soins nécessaires. Alors tout cela fait, au regard de cette très rapide transmission du virus, que nous ne sommes pas encore dans une situation où des allègements peuvent être envisagés, tout au moins à court terme. Alors, ce qui veut dire que, comme nous l'avons fait savoir hier, que nous avons prorogé notamment la réglementation sur le télétravail, qui nous paraît aujourd'hui un outil particulièrement efficace pour lutter contre la contamination. En revanche, il y a d'autres mesures restrictives qui ont été décidées par la France, que le souverain et le gouvernement n'ont pas choisi d'étendre en principauté. En conclusion, vous avez évoqué la vaccination, c'est un petit peu la clé de voûte de la lutte contre la pandémie en principauté. La semaine dernière, le gouvernement a lancé une vaste campagne d'information. Dans certaines villes françaises, des centres ferment. Ce n'est pas l'objet en principauté. La vaccination reste aujourd'hui l'arme indispensable ? Oui, c'est l'arme indispensable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si nous n'avons finalement, dans un contexte très tendu à l'hôpital, un nombre très limité de personnes qui sont en réanimation, c'est grâce à la vaccination. La vaccination, c'est vrai, n'est pas une arme suffisante pour lutter contre la contamination, il faut d'autres mesures. En revanche, c'est une arme extrêmement efficace, c'est la plus efficace, c'est la seule qui soit réellement efficace pour prévenir tout symptôme grave. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un nombre très important de personnes qui sont contaminées, et pour autant, nous n'avons pas autant de cas graves que l'année dernière, ou a fortiori qu'il y a 2 ans. Et tout cela, c'est grâce à la vaccination. Il y a malheureusement des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent. Et pour l'essentiel, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc la vaccination reste l'outil le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Pierre Dartout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous évoquions la situation sanitaire avec le ministre d'État. La 5e vague est toujours bien là. C'est ce que confirment les chiffres hebdomadaires sur les contaminations. Alexandra Pani, bonsoir. Bonsoir Patricia. Oui, c'est une habitude maintenant. Chaque mardi, nous revenons sur les chiffres liés au dépistage. Des chiffres concernant la semaine du 24 au 30 janvier. 7163 tests PCR et antigéniques ont été pratiqués à Monaco sur des résidents et non-résidents. Et 15,76% des tests se sont révélés positifs. Le taux d'incidence est à présent de 1890 contre 2157 la semaine précédente. Nous avons appris hier, Alexandra, la disparition de James Charrier. Effectivement, Patricia, l'ancien président de la Commission supérieure des comptes de la Principauté s'est éteint le 9 janvier dernier à l'âge de 95 ans. James Charrier avait débuté sa carrière dans l'administration monégasque en 1947 comme inspecteur des impôts. Il fut nommé président de 2004 à 2016 où il s'était attaché à l'actualisation du statut de l'institution supérieure de contrôle et notamment l'élaboration et la mise en application de l'ordonnance souveraine du 2 juillet 2008 qui a renforcé ses compétences et ses moyens. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Enfin, l'Office des timbres annonce une nouvelle mise en vente. 2 timbres seront émis, Patricia, à partir du 25 mars. Le premier rend hommage au centenaire de l'Académie Régnier III et sera tiré à 40 000 exemplaires.
Le second met en avant un dalmatien pour l'édition 2022 de l'exposition canine internationale qui se tiendra les 7 et 8 mai. Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes vient d'organiser sa réunion plénière ce matin au Yacht Club. L'occasion de dresser le bilan de l'année 2021, mais aussi de se tourner vers l'avenir. Christina Thomel et Thomas Deus y ont assisté. De nombreuses actions ont été menées tout au long de l'année 2021 par le comité et ce dans différents domaines. Diverses collaborations ont vu le jour et plusieurs partenariats ont été noués. De nombreuses femmes ont été nommées au sein même du gouvernement princier et à des postes importants, des actions de sensibilisation et de formation ainsi que des études statistiques ont été menées. Un bilan donc plutôt positif et encourageant pour le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes qui se tourne dorénavant vers l'avenir. Les perspectives pour 2022, c'est d'amplifier et de continuer les actions déjà mises en place, que ce soit sur la thématique de la formation contre les violences faites aux femmes, la sensibilisation notamment de la jeunesse, puisque c'est la jeunesse qui est porteuse d'espoir et d'avenir en matière d'égalité hommes-femmes. Et puis c'est l'amplification au niveau aussi de notre arsenal juridique, avec la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de violences à caractère sexuel et les enfants, et puis également la mise en place de programmes qui visent à prendre en charge les auteurs de violences. Cette réunion était également l'occasion de présenter la nouvelle présidente du comité, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, et de recueillir ses réactions sur le rôle important de ce comité à Monaco, mais aussi à travers le monde. Nous développons à la fois des actions de coopération avec la direction de la coopération, des actions de partenariat avec des ONG sur le terrain, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, pour permettre aux femmes et aux filles d'avoir accès à la formation, à l'éducation, aux soins, à l'entrepreneuriat, enfin bref, à l'autonomisation. Et nous sommes présents aussi à l'international, au sein des enceintes internationales. Par exemple, en ratifiant des conventions de l'ONU ou du Conseil de l'Europe, en participant et en soutenant financièrement des programmes au sein de diverses enceintes internationales. Et je peux vous dire que les ambassadeurs, les diplomates et les experts de Monaco sont présents au sein de ces enceintes pour promouvoir le droit des femmes. Et si le comité a de nombreux projets à venir pour l'année 2022, les violences faites aux femmes restent un combat majeur, ce fléau n'étant à ce jour toujours pas éradiqué. Le cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre se poursuit. La réalisatrice, scénariste, comédienne et critique Mia Hansen-Løve était au Théâtre des Variétés lundi soir pour donner une masterclass autour du plan et de la mise en scène. Le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Née en février 1981, Mia Hansen-Løve est la fille de 2 professeurs de philosophie. Elle a étudié au Conservatoire d'art dramatique et depuis a réalisé 8 longs métrages salués par la critique, dont Tout est pardonné, Le père de mes enfants, Éden ou encore L'avenir. Interrogée par le critique de cinéma Jacques Kermabon, Mia Hansen-Løve a donné une masterclass autour de la mise en scène, des fragments d'espace-temps, de la conception et le choix des plans. Un sujet qui la préoccupe particulièrement, elle a même déclaré « Trouver le cadre, c'est quasiment trouver le sens ». Je dirais qu'un plan, et c'est bien le propre du cinéma, au fond n'a pas tellement d'intérêt en tant que tel. Un plan, il est surtout parce qu'il le précède, ce qu'il suit, il vaut surtout par l'articulation avec d'autres plans, et c'est ça qui fait la spécificité du cinéma. C'est avant tout un assemblage de plans et pas des plans pris séparément. Et donc on est parti de l'idée du plan, de l'idée de parler de qu'est-ce que c'est qu'un plan de cinéma, qu'est-ce que c'est qu'un plan pour moi, mais je crois que c'est surtout un point de départ pour tenter de définir ce qu'est l'expérience du cinéma pour moi. Cette masterclass a été organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco en collaboration avec l'Institut audiovisuel. C'est une des cinéastes françaises les plus intéressantes depuis quelques années, dont nous suivons attentivement le travail et tous les films. Et je dirais qu'elle est sans doute une des héritières légitimes du cinéma de Truffaut. Une héritière du cinéma de François Truffaut, rien que ça.
Après cette conférence de mis en scène Love autour du plan, prochain rendez-vous à Monaco organisé par la Fondation Prince-Pierre, une conférence donnée par l'écrivain prolifique Daniel Pénac, avec pour thème « Rêver en littérature ». Le Gala des Incomparables, c'est le titre d'un projet qui a été proposé par des élèves de l'École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco, le pavillon Bozio. Ils viennent de présenter le fruit de leur travail artistique à l'espace Léo Ferré, le récit de Fabien Bonilla sur des images d'Alexandra Marangoni. Moderne, surréaliste, étrange, surtout étrange, mais captivant, voici quelques mots pour définir le travail d'étudiants en 3e année du pavillon Bozio. 10 scénettes élaborées et interprétées par une quinzaine d'étudiants, une performance théâtrale le temps d'un après-midi à l'espace Léo Ferré. C'est un projet qui est très lié à la question de la scénographie et qui est construit comme quelque chose qui est vraiment à mi-distance entre un spectacle et une exposition. C'est-à-dire que les étudiants ont construit à la fois des décors, des objets qui sont plus de l'ordre de la sculpture, des costumes, et au moment de la représentation, le public va déambuler comme dans une exposition. Il y aura un début, une fin, comme dans un spectacle, et des sortes de numéros, des performances qui vont se dérouler à différents endroits de l'espace, qui vont être mis en lumière et qui vont guider le spectateur d'un point à un autre. Le point de départ de ce projet, l'œuvre littéraire surréaliste de Raymond Roussel, Impression d'Afrique, parue en 1910, qui est devenu pour ses étudiants le Gala des Incomparables. C'est une déambulation dans laquelle on guidera les spectateurs grâce à ces masques. Et nous avons des costumes qui vont permettre de faire une autre scène. Donc ce sera un tableau vivant sur la scène. Et une partie des costumes va se désintégrer avec une performance dans laquelle on va utiliser l'eau. Et donc voilà, ce sera une déambulation qui va pouvoir évoluer au cours de la représentation. Et l'espace Léo Ferré qui vient de lever le voile sur les 2 prochaines têtes d'affiche qui vont s'y produire au mois d'avril, Alexandra. Oui, on commence avec un concert dynamique et entraînant, mêlant funk, pop et électro. Après 200 dates en France, General Electric se produira donc sur la scène de Léo Ferré le samedi 2 avril. Vous les connaissez sûrement avec leur morceau Red Radio. Cette fois-là, Hervé Selter sera entouré une nouvelle fois de nombreux artistes aux univers variés pour un melting pot musical entre réalité et imagination. Et le deuxième concert, le 23 avril, aura un univers plus jazzy. Oui, Anne Silla proposera son 3e album, À nos cœurs. Son nom vous parle sûrement. Elle a été découverte dans l'émission The Voice en 2015. Avec son timbre délicat, elle dévoilera des morceaux très personnels. La billetterie pour ces 2 concerts d'avril est déjà ouverte. Un soutien de marque de plus pour les Anges Gardiens qui organisaient lundi leur traditionnelle maraude hebdomadaire. Régulièrement, l'association monégasque effectue des maraudes dans les rues de Nice à la rencontre de familles, personnes âgées, personnes sans domicile ou des étudiants qui font face quotidiennement à la précarité. Et aux côtés des bénévoles, cette fois-ci, le prince Emmanuel Philibert de Savoie a pris part à la tournée. L'on rappelle que les actions des Anges Gardiens sont possibles uniquement grâce à la générosité des dons reçus. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France de football, Alexandra. L'adversaire de l'AS Monaco est tombé hier soir. Les Rouges et Blancs affronteront l'équipe d'Amiens, pensionnaire de Ligue 2 pour ces quarts de finale. La rencontre aura lieu le mardi 8 février à 21h au Stade Louis II. Et passons aux prévisions météo pour la journée de mercredi. Encore de bonnes nouvelles du côté du ciel, Patricia. Un soleil toujours radieux viendra illuminer la journée de mercredi. Et des températures surprenantes pour un début de février parce que l'on attend 17 degrés au plus chaud de la journée, idéal pour profiter des extérieurs, Patricia. Et aujourd'hui, mardi 1er février, nous tenions à souhaiter un joyeux anniversaire à la princesse Stéphanie. Demain, ce sera la Chandeleur que nous ne manquerons pas de célébrer dans le journal de 19h avec un focus sur cette tradition gourmande. Nous nous quittons avec les photos du jour en provenance d'Athènes. Manuel Vitali nous propose son regard sur le stade olympique d'Athènes où la Rocca Team affronte ce soir le Panathinaïkos en Euroleague. À demain, 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une belle et douce soirée.